Voilà, il est l'heure pour démarrer ce colloque. Je suis très heureux de vous retrouver. Je vous souhaite évidemment une bonne année 2026. Je dirais qu'à la suite de mon cours, à la fin de l'année 2025, j'ai envie de vous souhaiter de vous électrifier le plus possible. Et évidemment avec de l'électricité bas carbone française. C'est ce qu'il faut faire. Oui, puis je suis heureux donc de passer cette journée avec vous, accompagné d'un magnifique groupe de collègues qui m'ont fait l'honneur d'accepter mon invitation, donc à nous faire partager l'état de nos connaissances, de nos recherches, de nos réflexions, enfin pas les miennes, je ne suis pas spécialiste de ces questions, donc sur la question de l'adaptation au dérèglement climatique. Alors, ça fait un certain temps que j'ai en tête ce projet, évidemment parce qu'il s'agit d'une réponse toujours mieux optimisée au réchauffement du climat, mais que par ailleurs, cette réponse spécifique a un caractère d'urgence, car nous devons bien constater que le monde ne sera probablement pas zéro carbone en 2050 et que la température en 2100 dépassera les 1,5 degrés supplémentaires par rapport aux températures pré-industrielles. Alors, l'élément déclencheur ça a été la sortie du livre, je vous le mentionne, Survivre à la chaleur. Adaptons-nous, de François Lévesque et Mathieu Glachant, qui sont professeurs à l'École des Mines. Alors, j'ai sollicité leur concours. Et je les remercie donc, François, Mathieu, d'avoir accepté de m'aider à monter ce programme. Évidemment, malgré mon intérêt pour cette question, il fallait le rapport compétent pour élaborer un colloque de cette ambition. Alors le constat est facile et en même temps inquiétant, bien sûr. En été, canicule exceptionnelle avec des températures dépassant les 40 degrés, incendie hors norme comme dans l'Aude en 2025, sol asséché, déficit de précipitations, et puis en automne aussi comme en 2025, mais multiples exemples, nombreux épisodes de pluie intense provoquant crues, débordements, inondations, donc soulignant à la fois la vulnérabilité de certains territoires face au dérèglement climatique. Donc, ce dérèglement et ses conséquences constituent désormais une réalité avec laquelle nous vivons, sans attendre un futur plus ou moins lointain. Et malheureusement, ça ne va pas s'arranger. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà montré ces diapos. Dans mes cours précédents, la dépendance du monde aux fossiles continue à être colossale. Vous voyez la part du charbon, du pétrole et du gaz. Alors, d'une source à l'autre, ici c'est le Statistical Review of World Energy de 2025. Les chiffres ne sont pas toujours les mêmes d'une source à l'autre, mais en gros, aux erreurs près, c'est à ça que nous sommes confrontés. Et en termes de consommation de charbon, de pétrole et de gaz, tout indique que ça ne s'arrête pas. On peut prendre certains rapports de l'Agence internationale de l'énergie. Enfin, je ne vais pas tout lire, mais vous voyez, la consommation mondiale de charbon a atteint un record en 2024. Là, vous voyez toutes les puissances qui s'installent en termes de capacité de centrales thermiques à charbon, notamment en Chine. C'est la même chose pour le gaz naturel, record en 2024, et la demande devrait encore augmenter en 2025. Et puis pour le pétrole, c'est la même chose. Rapport de l'AIE, la demande mondiale ne reculera pas avant 2030, on parle désormais d'un plateau. En 2024, le monde n'aura jamais autant consommé de pétrole, la demande mondiale de pétrole devrait atteindre un niveau record en 2025, enfin, etc., etc. Et ceci se traduit évidemment par une sorte de maintien des émissions de CO2, et les chiffres ne bougent pas tellement, globalement.
Comme vous le voyez ici, si on compare 2024 à 2023, c'est 0,8%. Plus 0,8%, le rythme n'est pas tellement différent de celui qu'on a depuis 2010. Alors avec des variations en fonction des zones de la planète, avec en tout cas 2024 par rapport à 2023, des baisses en Europe, aux États-Unis, et puis des montées en Chine et en Inde, avec une France et une Europe qui voient ses émissions de CO2, mais pas uniquement pour de bonnes raisons, beaucoup pour des raisons de baisse d'activité industrielle, de délocalisation, on en a déjà beaucoup discuté. Et puis les derniers chiffres, c'est les chiffres d'il y a quelques jours. Quand on regarde 2025, maintenant il faudra des confirmations, mais on s'aperçoit que ça ne change pas beaucoup. Ça monte d'ailleurs à nouveau, enfin voilà les chiffres que j'ai, il faut les vérifier, mais ça remonte en Europe un petit peu, ça baisse en France un petit peu, et puis finalement 2025 à 2024, si je prends des documents du Global Carbon Project, c'est une augmentation de 1%, donc ça ne baisse pas. Et dans ces conditions, effectivement, toutes ces tendances convergent pour indiquer que nous allons être confrontés donc à des températures qui ne sont pas celles que nous avions envisagées. Le scénario, vous voyez en bas bleu, de 1,5, mais il est probable qu'il faut s'attendre à nouveau, s'il n'y a pas de modification drastique de ces trajectoires, à des températures qui soient plus élevées et peut-être autour entre 2 et 3 degrés. Et cette réalité, évidemment, justifie que des initiatives appropriées soient prises pour se prémunir des impacts à anticiper de cette évolution climatique inéluctable sur l'ensemble des sociétés. Voilà, c'est l'adaptation au changement climatique. Et c'est cela que nous traitons aujourd'hui. Voilà, alors, bon, on peut faire la liste exhaustive de toutes les actions à mener dans un pays comme le nôtre pour se préparer à un futur plus chaud, plus instable, plus dangereux. Bon, c'est ce que je fais ici, vous voyez, rénovation de l'habitat, protection des infrastructures, protection du travail en extérieur, des systèmes énergétiques, aménagement du territoire, enfin, etc., adaptation du service hospitalier, réponse aux crises nouvelles, système de prévision météorologique, gestion de l'eau, enfin, etc., etc. C'est un monde absolument énorme et tous ces sujets sont sur la table. Mais disons que pour nous, aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire cette liste de recommandations pour une politique publique d'adaptation, même si certains auront sans doute l'occasion de faire des propositions, mais c'est surtout de faire le point sur l'état de la recherche, des connaissances sur la façon dont certains secteurs sont et seront impactés, et sur les stratégies potentielles pour atténuer l'intensité de ces impacts. Et voilà, les citoyens qui nous écoutent aujourd'hui, et puis demain peut-être sur le site web du collège, au fond, peuvent être intéressés de savoir où les chercheurs en sont. Alors en matière de politique publique, il faut peut-être craindre un retard de l'État qui joue peut-être insuffisamment son rôle de stratège, mais ce n'est peut-être pas le seul sujet sur lequel c'est comme ça. Même s'il existe un plan d'adaptation au changement climatique. Alors je ne sais pas si quelqu'un aujourd'hui nous en dira un mot, mais il y a un retard, c'est vrai, et c'est le constat d'un rapport de la Cour des comptes que je vous invite à lire de 2024. Voilà. Alors, ce retard, il est peut-être dû à la fois au coût que représente une politique d'adaptation, évidemment de plusieurs milliards ou dizaines de milliards d'euros par an, selon certains rapports. Alors, coût confronté à une situation budgétaire que vous connaissez, qui est difficile, mais peut-être aussi pendant un certain temps aux critiques qui ont été portées sur l'idée même d'adaptation, considérée comme un temps comme porteuse d'un projet d'abandon des ambitions de mitigation du climat.
que permettent donc les politiques de défossilisation des sociétés dont j'ai parlé abondamment au cours des dernières années dans mes cours sur la transition énergétique. Il faut les deux, évidemment. C'est ce que j'essaie de dire à l'instant. Juste un exemple, ça n'a pas de sens de rénover une infrastructure, je sais pas, un bâtiment ou une usine ou un système de transport pour qu'elle soit moins émettrice de gaz à effet de serre si en même temps elle n'est absolument pas adaptée au climat futur. Voilà. Alors des mesures d'adaptation, ça existe depuis longtemps. Et elles ont montré leur efficacité. Par exemple, je pense, mais peut-être ça sera évoqué par François Lévesque ou Philippe Sansonetti, les mesures mises en œuvre en France après la canicule de 2003, responsables de 15 000 décès, aussi simple que la mise en place d'un système d'alerte canicule, les campagnes d'information auprès du public sur la façon de se protéger, la formation des personnels de santé, l'ouverture d'espaces climatisés dans les maisons de retraite ou les services hospitaliers. Toutes ces mesures expliquent sans doute en partie la diminution de la surmortalité lors des canicules suivantes, 2006 et 2022. Voilà. Nos travaux, aujourd'hui, donc, vont porter sur 7 secteurs clés. Vous avez le programme à travers des conférences, donc 25 minutes chacune, pour laisser le temps de 5 minutes. Je demande évidemment aux orateurs d'être extrêmement stricts sur le temps qui leur a été imparti. 5 minutes de discussion avec vous. Alors, il s'agit du secteur de la ville, ce matin, avec Vincent Viguier, la santé, avec Philippe Sansonetti et François Lévesque, le système énergétique, avec Bernard Salas ce matin et Philippe Drobinski cet après-midi, l'agriculture avec Jean-Marc Touzard, le bâtiment avec Johan Meulmans, les écosystèmes avec Sandra Lavorel et le développement avec Stéphane Algat. Voilà. Et je n'en dis pas plus. Je remercie Valérie Masson-Delmotte, que j'invite à me rejoindre, d'avoir accepté d'introduire nos échanges, ainsi que Mathieu Glachan de faire ce travail précieux de conclusion à la fin de la journée. Et au terme de cette conclusion, il nous restera une 15-20 minutes pour vous permettre une dernière discussion avec l'ensemble des intervenants. Je vous remercie.